Rivage. زفاف. Actes. Profim. Ribera. Criador. Lesponde. Daniel Desesquelles. Bonjour, bonsoir et merci de nous accompagner le long de ces nouveaux rivages ici à Marseille dans le cadre des rencontres d'Averroès, les 15e du nom. Alors comme à l'habitude, les rencontres d'Averroès, c'est une sage assistance de près de 2000 personnes qui écoutent des spécialistes des deux bords de la Méditerranée autour d'un thème hautement polémique aujourd'hui, dont je vous livre l'intitulé Entre djihadisme et occidentalisme, nouvel affrontement des blocs ou renaissance méditerranéenne. Une sage assistance, mais quand vient le temps des questions, la foule interpelle, s'agite, il y a des applaudissements, des ou, des ah, à tel point que l'on a presque l'impression de se trouver non pas au parc Jeannot qui nous accueille, mais dans l'enceinte voisine, celle du stade Vélodrome de Marseille qui accueille habituellement la fameuse équipe de l'OM et ses supporters. Bonjour Nadia Yassine. Bonjour. Vous êtes celle par qui la passion arrive, vous êtes marocaine, vous portez un élégant voile, vous êtes militante islamiste et la porte-parole d'un mouvement justice et spiritualité, en arabe on dirait comment? Al-adl wal-ihsan. Alors Nadia Yassine, pour vous le djihadisme c'est quoi? Écoutez, surtout pas un avatar de l'islam, c'est une création de cet affrontement nord-sud et j'ai essayé un petit peu de souligner. Alors où est la poule, où est l'œuf? Il n'y a ni poule ni œuf pour moi. Il y a une création comme ça, une volonté de créer le mot. Je vais citer Bourdieu justement, moi je dirais plutôt comme ça. Est-ce que c'est le mot qui crée la chose ou la chose qui crée le mot? Moi je pense que c'est le mot qui a créé la chose. Cela ne veut pas dire que je réfute ce qui se passe dans le monde islamique. C'est vrai qu'il y a de la violence qui est faite au nom de repères islamiques, mais ça ne veut pas dire que l'islam produit automatiquement de la violence. Rivage. RFI. Daniel Desesquelles. Alors du Maroc, ce nouvel ordre du monde, vous le voyez comment, Nadia Yassine? Écoutez, comme le voit tout le Sud, c'est vrai que l'islam appartient aussi à une réalité du Sud et qu'il y a une volonté de puissance qui dérange énormément. Et moi, je veux témoigner du travail qu'on fait au sein du mouvement et de la difficulté que nous avons trouvée après le 11 septembre. Vous êtes un mouvement politique, vous êtes un mouvement religieux, vous êtes un mouvement de combat? C'est tout ça, mais de combat, à condition de souligner que c'est un combat pacifique et que nous sommes dans la non-violence aussi. Et je dirais que nous avons eu toutes les difficultés du monde à faire retenir à nos militants de base après le 11 septembre qu'il fallait rester dans la sérénité, qu'il fallait rester zen et que c'est très difficile dans une agression culturelle telle que celle que nous vivons actuellement de convaincre nos militants de base que Ben Laden n'est pas un héros. Alors pour vous, le monde idéal, tel que le voit justice et spiritualité et tel que le voit sa porte-parole, en quelques mots, il ressemble à quoi? C'est un monde où d'abord, loin de ce que vous pouvez penser, c'est pas un monde où tout le monde devient musulman, mais un monde où tout le monde croit en l'humanité. Je pense que le message universel... Tout le monde croit en Dieu ou tout le monde croit en l'homme? C'est une vraie question. Mais il faudrait d'abord commencer par croire en l'homme, parce que je crois que l'homme porte en lui de toutes les manières le sacré, qu'il le veuille ou pas. Et moi je crois très fortement qu'il y a un retour des religions et qu'il doit se faire soit dans la sérénité, soit il se fera dans la guerre. Le retour du sacré est là qu'on le veuille ou pas. Alors on laisse le sacré de côté quand on rentre dans les travaux pratiques. À un moment, il faut prendre des décisions. La première décision que prendrait justice et spiritualité, qui, si j'ai bien compris, est un mouvement politique, quelle serait-elle? Après l'an 2000, la levée d'assignation à résidence, mon père qui est le fondateur a reçu la presse. Ils lui ont posé la question: quel est votre projet? Il a dit 1, l'éducation, 2, l'éducation, 3, l'éducation. Nous sommes devant un chaos éducationnel au Maroc et je pense qu'il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de construction possible. Oui. Nadia Yassine, l'éducation, oui, certes, mais une éducation de quel ordre? Une éducation critique, une éducation fondée sur la pensée philosophique ou une éducation islamique? Que veut dire une éducation islamique? Parce que justement, dès qu'on conjugue cette islamique avec une volonté de réforme, l'ijtihad devient quelque chose d'essentiel. Nous pensons que si nous reproduisons des schémas de pensée contre lesquels nous luttons, parce qu'en luttant contre le pouvoir marocain, nous sommes en train de lutter contre une lecture de l'islam qui est sclérosante. En dehors de lecture de l'islam, l'éducation ne se résume pas à une dimension religieuse. Donc il y a une dimension avec d'autres types de références, de ressources, d'éducation fondée sur la connaissance scientifique, donc sur la réfutation, sur des paradigmes qui sont assez loin de tous les paradigmes religieux et qui sont nés, en tout cas dans le processus de construction européenne avec les Lumières, sur des modes qui se sont justement distanciés, voire opposés à une forme d'obscurantisme politique et notamment religieux. Et donc de ce point de vue-là, éducation sans doute, mais l'éducation, ça suppose de la pensée critique. Écoutez, je suis complètement d'accord avec vous et je pense que tout changement
doit passer par une réappropriation d'une pensée qui soit lumineuse. Maintenant, où est la pensée lumineuse? Je ne pense pas qu'elle soit... Oui, si on veut nous imposer une certaine façon de voir le monde, ce n'est plus du tout une philosophie des Lumières. Ça devient automatiquement une philosophie de la volonté de puissance et que nous réfutons, que nous refusons. Maintenant, une réappropriation reste à faire et nous sommes là dans un cadre qu'on appelle rencontre Averroès. Et Averroès n'appartient pas au XVIIIe siècle occidental, il appartient à un siècle encore plus en amont de l'histoire et il appartient bien à l'islam. Et je voudrais souligner que Alain de Libera a dit dans un de ses textes, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je lis avec beaucoup d'intérêt, a parlé du fait que Averroès ne connaissait pas un mot de grec. Ça nous dépasse un petit peu, je veux dire, est-ce qu'au-delà de la critique du régime marocain aujourd'hui, ce que l'on peut évidemment totalement comprendre, quel est votre propre sens de la critique une fois que vous seriez éventuellement au pouvoir? Alors, nous avons une théorie de base, nous ne sommes pas partis de l'émotion. C'est vrai que maintenant, dès qu'on parle d'islamisme, on pense que c'est une réaction à fleur de peau, on pense aux caricatures, etc. Non, nous avons une théorie de base bien assise qui comporte 30 livres écrits avec beaucoup de soin par le fondateur, qui se trouve être mon père, et où il y a une approche très critique de l'histoire des musulmans. C'est la théorie d'Aliassine, mais j'aimerais savoir sur des phénomènes contemporains, effectivement, comme la crise des caricatures, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous pensez qu'il y a une liberté de pensée critique, et donc la capacité de pouvoir, d'un côté comme de l'autre, pouvoir dessiner ce que l'on veut? Pour la réforme du droit du statut personnel dans ce qu'on appelle la Modawana, quelle est votre position? Est-ce que vous pensez qu'une réforme qui permet de changer un peu la donne et d'apporter d'autres types de libertés publiques, de statut à la femme dans la cité, voilà, sur des cas concrets, parce qu'il y a effectivement des catégories générales, génériques, qu'on peut avancer, parler d'éducation, mais après sur des débats, je dirais, concrets et précis, qu'en est-il? J'ai fait une conférence à Barcelone où j'ai eu sur le dos toute la communauté musulmane, parce que c'était un débat passionnel comme d'habitude. J'ai traité la conscience musulmane contemporaine d'abruti. Pourquoi? Parce que nous faisons des réactions à fleur de peau et j'ai été contre l'histoire des grandes manifestations et je souligne que notre mouvement fait beaucoup de manifs et nous n'avons jamais fait de manifestations dans ce sens. Parce que je pense qu'il y a une provocation, on veut à tout prix instrumentaliser justement cette réaction à fleur de peau et nous luttons pour promouvoir la pensée plutôt que l'émotion. En tout cas, on a bien entendu que vous étiez pour la liberté de pensée. Barack Hussein Obama, il change quelque chose? Ça change quelque chose dans votre vision du monde, dans votre regard sur l'Amérique? En tout cas, il y a eu beaucoup d'émotions, encore une fois, dans le monde musulman, mais franchement, dès qu'on approfondit un petit peu les choses, je crois que si la politique américaine a changé de couleur, elle n'a pas du tout changé de nature. Et que le système américain reste le même, et que Barack Obama, dans un mois, s'il réussit pas à avoir encore plus d'énergie pour l'économie américaine, il aura bientôt les sondages contre lui. Et Barack Obama n'a pas de baguette magique, il n'a pas de gris-gris africain. Merci, Nadia Yassine, merci à toute l'équipe des rencontres d'Averroès, à Marseille, Daniel Desesquelles, Damien Ménager, à Paris, Cécile Benissi, sur le site RFI.fr, onglet radio émission Rivage, les références de nos invités, les références de leurs livres, les sites, les blogs, enfin tout ce qu'il faut savoir, les archives de l'émission et la possibilité de vous abonner gratuitement au podcast de Rivage. En français, on dit balado-diffusion. À la semaine prochaine et dans quelques instants, un nouveau journal sur la radio du monde. Écrivez-nous par courrier électronique, rivage au pluriel, @rfi.fr.